Salut à tous mes amis et bienvenue pour un nouveau podcast Le Club Paname, votre dose hebdomadaire d'analyse de qualité sur le Paris Saint-Germain. Je vous remercie d'être avec nous ce soir et pour cette 36e édition où nous allons faire un bilan des joueurs de l'effectif du Paris Saint-Germain sur la saison 2017-2018 ligne par ligne et évoquer les changements que nous voudrions voir arriver à l'intersaison. Pour faire avec moi cette liste de Noël, je suis avec les plus grands, les meilleurs. Basto, comment ça va? Ça va, bonsoir à tous. Olivier, comment ça va? Tout va très bien, bonsoir à tous. Et Drayas, comment ça va? Ça va. On va donc commencer ce bilan et on va remonter petit à petit le terrain de football. Et on va donc commencer par faire le bilan des deux gardiens du PSG, Alphonse Areola et Kevin Trapp. Messieurs, qu'avez-vous pensé de la saison de nos deux gardiens? Basto. On va commencer par le titulaire qui était Areola. Une année mitigée, pour moi plus dans le négatif à l'arrivée. Il a eu une bonne période, notamment entre août et novembre, avec des bons matchs en phase de poule de Ligue des Champions, notamment Munich au match aller. Mais ça s'est un peu inversé après, avec le match retour à Munich, où il est complètement impuissant, voire fautif sur quelques-uns des buts encaissés. Il s'est amélioré dans son jeu au pied cette année. Il a un très bon jeu au pied, c'est intéressant, ses relances. Par contre, il a toujours des lacunes trop importantes pour moi, notamment sur les sorties aériennes, sur corner, où il communique souvent très mal avec ses défenseurs et où il n'ose même plus sortir, il reste sur la ligne, ce qui nous met en danger s'il n'y a pas un décès pour sortir la balle. Donc globalement, on dit qu'Areola a progressé cette saison, oui, si on regarde par rapport à son année passée, mais pour moi, il a peut-être juste stoppé sa phase de régression, il a retrouvé son niveau qu'il avait à Villarreal, qui est le niveau d'un gardien moyen, et qui n'est pas au niveau de celui qu'on doit avoir à Paris. Donc pour moi, Areola a fait quelques bons matchs, mais Areola n'est pas satisfaisant. Areola prend trop de buts qu'il doit arrêter. Concernant Trapp, il fait une saison lui, encore plus médiocre, très complexe, parce que certes il est remplaçant, il joue une fois chaque 3 semaines, mais tous les matchs qu'il a fait, il prend des buts qui sont évitables. Pas des grosses erreurs forcément, mais il n'a jamais été rassurant. Même des matchs où il ne prend pas de but, comme contre les Herbiers en finale de la Coupe de France par exemple, où il fait une sortie foireuse à la fin qui peut coûter un but. Donc j'ai trouvé Trapp pas satisfaisant du tout, et je pense qu'il est temps qu'il s'en aille. Merci à toi Basto. Drayas, est-ce que tu es d'accord avec Basto? Alors pour Trapp, j'ai rien à ajouter. Pour moi, Basto a tout dit. Par contre, j'ai pas du tout la même lecture de Areola que Basto. Pour moi, le Areola de fin de saison est bien meilleur que celui de Villarreal. Justement, sur les sorties aériennes, j'ai vu des vrais progrès. J'ai le sentiment en fait que son année passée avec Javi Garcia, et il faut noter que Javi Garcia donc s'en va avec Emery pour rejoindre Arsenal, et c'est une vraie perte, l'entraîneur des gardiens. A été extrêmement positive. Maintenant, pour moi, le souci concernant Areola, j'ai toujours cru en ses qualités en tant que joueur, mais le souci, c'est plus un souci d'ordre mental. Et moi, je l'ai vu vraiment briller. Alors, effectivement, il a fait quelques bons matchs dans la saison, mais là où moi, je l'ai vraiment vu briller, c'est quand il n'y avait plus rien à gagner. Et je ne sais pas s'il serait capable de reproduire ça quand il y avait quelque chose à gagner. Donc, c'est mi-figue, mi-raisin. Pour moi, c'est un gardien qui a le potentiel pour être bon, mais je ne sais pas si on peut lui faire confiance. Et cette saison n'est pas faite pour me rassurer, parce qu'il a vraiment commencé à briller une fois que plus rien n'était à gagner. Merci à toi Drayas. Olivier, est-ce que tu rejoins tes deux compères? Oui, globalement, je suis assez d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend d'un grand gardien dans une grande équipe? C'est vraiment peut-être le poste le plus difficile, parce qu'il y a quelques interventions à faire seulement sur lesquelles on va être jugé. On a vu les parcours des grandes équipes en Ligue des Champions. Il y a peut-être 3-4 gardiens qui sont au-dessus du lot. On voit que on peut arriver en finale, comme est arrivé Liverpool, avec un gardien qui est capable de faire des cagades absolument monstrueuses. Donc est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gardiens qui soient meilleurs qu'Areola? Moi, je n'en suis pas aussi sûr que ça. Je crois qu'il a un potentiel. Ce potentiel, on ne l'a pas tellement vu l'année dernière, parce qu'il y a eu une concurrence un peu ridicule entre les deux gardiens. Et comme dit Drayas, il a besoin d'avoir de la confiance, ce gardien-là. Et je pense que cette année où il a eu cette confiance, où il était clairement le titulaire, on a déjà vu des progrès. Et en deuxième partie de saison, quand il a eu un très bon entraîneur des gardiens, ces progrès, à mon avis, se sont confirmés.
Donc il a simplement 25 ans, il y a des gardiens qui sont meilleurs que lui, plus jeunes, certes, mais il a encore beaucoup de bonnes années devant lui. Moi je me poserais quand même sérieusement la question de son avenir au club. Il m'a pas tant déçu que ça. Par contre, on ne peut pas dire autant de Trapp, qui lui a très mal vécu son statut de remplaçant. Et les quelques fois où il a été amené à évoluer comme titulaire, il n'a pas montré qu'il était nettement meilleur qu'Areola. Donc je suis d'accord avec Basto, il est en fin de course au PSG. Et s'il faut se séparer d'un des deux, c'est de celui-là. C'est celui-là qu'il faut choisir. Merci à vous, messieurs. Donc on peut voir que vous n'êtes pas entièrement confiant sur les deux gardiens. Donc quels sont les changements que vous souhaiteriez voir la saison prochaine, Draias? On ne connaît pas encore l'impact du fair play financier sur le recrutement la saison prochaine, mais on sait déjà qu'il y en aura un minimum. Et s'il y a de l'argent à dépenser, c'est certainement pas sur le poste de gardien. Même si on vend Areola, on ne peut pas espérer vendre Areola à des prix complètement hallucinants qui défient les lois de la gravité du marché. Donc on ne pourra pas recruter non plus. Donc c'est pas l'argent où j'aimerais voir de l'argent et voir de l'argent dépensé. Et j'ai l'impression que pour moi, si l'arrivée de Buffon, comme il semblerait que ce soit le cas, se confirme, les cartes sont déjà distribuées. Parce que dans l'idée, moi ce que je verrais bien, c'est Buffon qui joue 60%. Areola qui joue 60% des matchs et Buffon qui, la première année, joue les matchs les plus importants. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, le gros déficit d'Areola, c'est son mental. Et je pense qu'une année sous la coupe d'un Buffon, il pourrait faire d'énormes progrès là-dessus. Donc c'est là-dessus que je partirai, moi. Merci à toi, Draias. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec Draias? Je crois que Draias, il a mis le fil rouge de ce bilan et d'avenir. C'est-à-dire tout va dépendre des moyens financiers qu'on va avoir pour renforcer l'équipe. Si on a de l'argent à dépenser sur un poste de gardien, il faut effectivement prendre tout de suite un grand gardien. Est-ce qu'il en existe de disponible? À quel prix? Ça, c'est autre chose. Mais si on n'a pas les moyens de tout faire, effectivement, le poste de gardien n'est pas prioritaire. Et moi, plutôt que de prendre un Buffon qui, à mon avis, présente plus de risques de pérennité, de niveau à son âge, et moi je garderais Areola parce que je ne crois pas du tout à un gardien qui va jouer les grands matchs et un qui joue les petits. Un gardien, il va y avoir très clairement un numéro 1 et on doit lui faire confiance pour tous les matchs. Et Areola a passé l'âge d'attendre, d'expédier des affaires courantes pendant qu'on laisse la vedette aux vieux. Donc je ne crois pas du tout à cette solution-là. Ce que je crains si Buffon vient, c'est qu'Areola parte. Et moi, c'est ce que je ferais à sa place. C'est pas acceptable de faire le larbin d'un gardien qui pourrait être son père, alors qu'il a le potentiel pour jouer, peut-être pas dans un grand club comme Paris, mais dans un bon club. Donc ça me semble extrêmement dangereux, cette solution-là. Moi, je ferais confiance à Areola si on n'a pas les moyens de prendre un top. Merci à toi, Olivier. Basto. Qu'est-ce que je souhaiterais voir, qu'est-ce qu'il est possible de voir, c'est plus la véritable question. Les cartes sont déjà jouées, comme l'a dit Draias. Buffon va sûrement arriver, il sera numéro 1. Le numéro 3 apparemment sera Cibois, à qui on a donné les garanties pour l'être. Et du coup, le deuxième poste se jouera entre Areola et Trapp. Et je pense que si Areola veut rester, Areola restera et Trapp partira, puisque Areola est peut-être celui qui a le plus de chances de progresser aux côtés de Buffon. Après, contrairement à ce que dit Olivier, il y aura un gardien numéro 1 qui sera Buffon dans les grosses affiches, mais on peut faire aussi ce qu'ils ont fait à la Juve, c'est-à-dire qu'ils avaient Szczęsny qui a joué une vingtaine de matchs de Serie A à l'arrivée, plus les matchs de coupe. Donc si Areola joue une trentaine de matchs, sachant en plus que Buffon peut prendre une suspension et rater les matchs de poule de Ligue des Champions, Areola aura quand même du temps de jeu. Mais moi je suis surpris, c'est de la disparition du paysage de Descamps là, qui a été prêté à Tours, qui était le gardien numéro 3 cette année. On a l'impression qu'il a disparu des écrans radars. Vous savez, il fait une bonne saison d'ailleurs à Tours. Il veut être reprêté, je crois, et le PSG est d'accord. Ouais. Okay. Alors si je peux, déjà Olivier, tu disais une chose, c'est l'argent, le mettre sur un gardien. Faut vraiment être conscient que gardien, comme tu le rappelais, c'est un poste très spécifique et que les quelques gardiens qui sont disponibles, qui sont très bons, sont très chers. On parle d'un prix qui est supérieur quasiment au meilleur milieu de terrain. Alors pas supérieur aux meilleurs attaquants, mais qui est supérieur au meilleur milieu de terrain. C'est peut-être le deuxième poste le plus cher après le poste des attaquants et des joueurs très offensifs.
Et je voulais aussi réagir, alors on ne sait pas quelle est la part de vérité dans cette rumeur, mais rappeler qu'il y avait une discussion Areola-Tuchel qui s'était, semble-t-il, très bien placée. Qu'est-ce qu'il en est vraiment sorti? Qu'est-ce qui s'est dégagé? Qu'est-ce qui a été dit? À quel point ça respecterait Buffon? Mais comme le disait Basto, vraiment un Buffon qui joue 25 matchs dans la saison, je pense pas que ça lui poserait de problème. Il l'a déjà fait cette année à la Juve, il peut le refaire. Et à ce moment-là, Areola, concrètement, aurait même plus de temps de jeu que Buffon. Et je pense qu'un deal peut être trouvé par rapport les ambitions d'Areola et la venue de Buffon. Surtout que Buffon, ça serait vraiment cette année. L'année prochaine, il prendrait encore un petit peu plus de distance. Et Areola, à ce moment-là, pourrait s'assurer, si jamais il confirme les espoirs que moi je place en lui. Basto semble ne pas y croire, mais moi je peux croire en ce gardien s'il franchit le cap mental. Et s'il confirme ses espoirs, à ce moment-là, avoir une place attitrée de numéro 1 au PSG. C'est un pari qui peut se tenter quand même. Merci à vous, messieurs, pour cette analyse sur les gardiens de but. On va passer aux défenseurs centraux. Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe ont occupé les 2 postes tout au long de la saison, avec un nombre presque égal de matchs joués et une rotation très intéressante de la part de feu notre coach Unai Emery. Qu'avez-vous pensé de la saison des défenseurs centraux, messieurs Olivier? Je crois, comme tu l'as laissé entendre, que les défenseurs centraux, c'est la grande satisfaction de la saison. Et qu'Emery a très bien géré cette rotation, avec une rotation, comme tu l'as dit, équilibrée. Ils ont pratiquement joué le même nombre de matchs. Alors, individuellement, pour moi, cette saison a confirmé que Thiago Silva restait un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde. Il a été régulier toute la saison et à chaque fois, ses partenaires se sont trouvés bien de jouer avec lui parce qu'il les a valorisés. Pour moi, je le répète, son éviction du match aller à Madrid est incompréhensible et scandaleuse. Et d'ailleurs, on le paiera en fin de match quand Marquinhos et Kimpembe vont craquer sur les 2 derniers buts de Madrid. Alors Marquinhos, c'est un peu le plus décevant des 3. Il a semblé en recul cette saison alors que le départ de David Luiz l'année dernière qui lui donnait la satisfaction et la garantie d'un poste de titulaire semblait l'avoir libéré. Là, il a été pas mauvais, mais moins un peu en retrait par rapport à cette saison-là. En plus, quand il joue avec Thiago Silva, il oblige Thiago à jouer à gauche, où il est un petit peu moins bon. Donc je crois qu'il doit vraiment se ressaisir la saison prochaine. On attend une confirmation de sa valeur la saison prochaine. Et puis Kimpembe, c'est la révélation, une des révélations de cet effectif. C'est un joueur qui s'est imposé vraiment définitivement cette saison, alors qu'il était rentré un peu sur la pointe des pieds la saison dernière. À chaque fois qu'il a joué, il s'est affirmé avec les 2 autres. Il a joué un petit peu moins les grands matchs, mais bon, il a quand même affaire à forte concurrence. Et surtout, il apparaît comme le plus complémentaire des 2 autres parce qu'il est gaucher et parce qu'il a un profil qui est plus stopper que libéraux comme les 2 autres. Et je crois que ça a vraiment été très complémentaire. Alors, il a encore bien sûr quelques défauts liés à son âge, des petits défauts de concentration. Il doit apprendre à se maîtriser un peu mieux. Parfois, il fait des interventions un peu limites. Il a une bonne qualité de relance, ça je crois que c'est important aussi dans ce rôle-là. Et puis il a baissé un peu de pied en fin de saison, mais enfin il a quand même joué beaucoup de matchs. Et donc c'est un joueur qui a explosé, mais qui doit confirmer la saison prochaine. Mais je crois que c'est vraiment, alors qu'on se plaint un peu du manque de jeunes joueurs issus de la formation, c'est vraiment une grande réussite de la formation parisienne et on peut miser à l'avenir sur ce joueur-là. Merci à toi Olivier. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir un petit documentaire qui a été fait sur beIN, je crois sur Kimpembe, qui est bien sympa. Basto, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Olivier? D'accord sur 2 des 3 joueurs, à savoir Kimpembe et Marquinhos, un peu moins sur Silva qui pour moi n'a toujours pas démontré qu'il fait partie des meilleurs du monde, des tout meilleurs du monde on va dire. Il fait partie des meilleurs du monde, mais pour être vraiment tout là-haut, il doit vraiment se sortir, excusez-moi, les doigts du cul pour prendre cet espace libre devant, pour percer balle au pied. Il ne prend jamais l'espace libre dans cette première partie de saison. Je pense au match retour contre Munich, je pense au ce match à Marseille où plein de fois il peut faire cette première relance et où il ralentit le jeu en restant bas, en repartant de derrière, et du coup ça nous gâche nos possibilités de contre-attaque.
Et il a tendance malheureusement à le faire dans beaucoup de nos gros matchs. Alors après, oui, moi j'ai vu un Silva, je pense que Draya s'en parlera plus longuement, j'ai vu un Silva avant Madrid et un Silva après le fait qu'il ait été écarté contre Madrid, c'est qu'il a commencé de plus en plus à prendre cet espace libre. Après, c'était dans des matchs qui n'étaient pas des gros matchs, quoique il y a eu quand même des matchs contre Monaco, il ne le faisait pas avant. Concernant Marquinhos, c'est un joueur qui stagne un peu. Il y a eu 2 phases cette saison. Je trouve qu'il a fait une phase aller qui était plutôt bonne, plutôt intéressante, où il prenait un peu plus de risques. C'était peut-être le meilleur de nos 3 décès dans la régularité, dans la constance et surtout dans le fait qu'il était complet aussi bien dans les duels que pour percer les lignes. Après, il a eu une seconde phase de saison beaucoup plus complexe, avec de nouveau très peu de prise de risque, notamment à la relance, où c'était vraiment des passes basiques aux joueurs à côté, et quelques erreurs de placement. Donc pour moi, c'est un peu une déception, Marquinhos, non pas qu'il fasse une mauvaise saison, mais du fait qu'il stagne trop. Kimpembe qui a été excellent. Après, pour moi, c'est pas l'année de la révélation. L'année de la révélation était l'année dernière. Cette année, c'est l'année de la confirmation. On sait qu'on peut compter sur lui définitivement. Il a fait globalement 2 tiers de la saison très bonne, malgré quelques petites fautes d'agressivité, quelques erreurs d'inattention. Par contre, ces derniers matchs sont plutôt très médiocres. Après, le titre était joué, mais on n'avait pas l'habitude de ça. Et Kimpembe, qui était d'habitude bon, qu'il joue Barcelone ou qu'il joue 3. Et là, c'est vrai que les derniers mois ont été très complexes. Après, je rejoins peut-être Olivier dans le fait que la meilleure charnière était peut-être Silva-Kimpembe. C'est la seule qu'on n'a pas vue en Ligue des Champions. Merci à toi, Basto. Drayas, est-ce que tu es d'accord avec tes amis? Dans l'ensemble, tout ce que je pense a été dit. Alors, oui, comme le disait Basto, là, pour revenir sur Kim, la révélation, c'est un certain duel contre Léo Messi l'année prochaine. L'année dernière, contre Barcelone, qui l'a révélé, non même pas que pour les supporters du Paris Saint-Germain, qui l'a révélé au regard du monde entier. Et cette année est l'année de la révélation. Aux qualités que tu donnais, Olivier, à Kimpembe, quand tu disais qu'il avait une bonne relance, c'est vrai, mais il a aussi une très bonne qualité, c'est qu'il perce les lignes et il le fait de manière très très franche et très tranchante. Et à chaque fois, il apporte un surnombre et il permet justement de dépasser des lignes de cette manière-là, de manière très très utile. Par contre, pour Marquinhos, j'aimerais juste mettre un tout petit bémol. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui a 24 ans. Quand on parle des défenseurs centraux, 24 ans, c'est très jeune. Et je trouve que l'appellation qu'a trouvé Basto est très très juste, une année de stagnation. Mais en soi, c'est pas encore inquiétant. Pourquoi ? Parce qu'avec son âge, il est encore très jeune, il peut rebondir l'année prochaine. Et enfin, le fameux Silva, avec le gros point de désaccord qui est la sortie, le fait de ne pas le titulariser contre Madrid. Tu disais qu'il avait rassuré tous ses coéquipiers toute la saison. Je l'ai vu plusieurs fois ne pas arrêter de demander à ses coéquipiers de redescendre, y compris cette saison, plus particulièrement l'année dernière, mais aussi cette saison. Et je ne suis pas sûr justement que c'était si confortable pour les coéquipiers de jouer avec Silva que ça. Et moi, j'ai vu une vraie différence. C'est-à-dire que j'ai pu vu le même joueur. Les quelques fois où on voyait Silva percer balle au pied, avant le match contre Madrid, avant sa non-titularisation contre Madrid, c'était les fois où il était aligné avec Kimpembe et il essayait quelque part d'en faire un peu plus que Kimpembe. Mais sinon, quand il était avec Marquis, il faisait toujours il récupérait la balle et ensuite de ça, il prenait un temps, limite faisait un pas en arrière, faisait la passe. Et après sa non-titularisation en Madrid, on a vu un mec qui a arrêté de faire son fameux pas en arrière, qui cherchait direct la passe vers l'avant, qui parfois portait la balle pour casser la première ligne. Enfin, pour moi, ça a été le jour et la nuit. Quand Basto dit alors tu rappelles qu'il a joué contre Monaco, mais quand tu dis qu'il n'a pas fait des matchs en jeu, pour moi, c'est pas tellement le sujet, parce que au fond, ce Silva qui recule trop, ça a toujours été le cas à Paris. C'était pas gênant sous Blanc, c'était pas gênant à l'époque Blanc parce que c'était dicté par la manière avec laquelle on jouait. Mais là, on l'a vu après. Pour moi, c'est vraiment une évolution dans son jeu et c'est proprement rassurant. Et peut-être qu'il peut enfin aller chercher son galon de parmi les tout meilleurs défenseurs centraux. Merci messieurs. Alors vous avez l'air d'être assez content de nos 3 défenseurs centraux. Alors est-ce que vous voulez voir du changement la saison prochaine? Basto, du changement, c'est maintenant?
En soi, je serais pas contre me séparer de Silva cet été, personnellement, pour en finir avec ce conseil des sages historiques. On n'a plus Maxwell, c'est fini, Ibra, Mota. Donc si on pouvait mettre Silva dans le package, ça me dérangerait pas forcément, parce que j'ai toujours peur que Silva retrouve ce côté sombre dans les gros matchs, qui se mettent à commander une ligne basse, qui se mettent à refuser d'aller vers l'avant et de prendre l'espace libre, ce qui serait encore plus gênant avec un jeu de position prôné par Tourelle. J'ai cette peur-là, je ne lui fais pas entièrement confiance. Maintenant, c'est pas la priorité, donc partir sur ces trois-là est quand même une grosse garantie, et je ne serais pas non plus mécontent que Silva reste. Par contre, il faut un quatrième défenseur central. Alors, si on joue à 3 derrière, pour moi, il faut un joueur qui est déjà confirmé, et qui a une qualité de relance importante. On aurait Kimpembe qui s'est percé balle au pied, on aurait par exemple Silva en libéraux, et il faudrait un joueur pour faire avancer le jeu, donc capable de percer les lignes, non pas balle au pied, mais par ses relances, puisque pour moi les trois actuels pour une défense à 3, ce ne sera absolument pas complémentaire. Maintenant, si on veut jouer à 2, pourquoi pas prendre un quatrième défenseur central, plus du profil Lo Celso, mais en défense, c'est-à-dire un jeune prometteur qui serait là pour apprendre au début et petit à petit faire ses gammes, mais je pense que c'est primordial en tout cas de partir avec 4 décès dans notre effectif l'année prochaine. Merci à toi Basto. Drayas? Déjà, faut pas oublier que la saison dernière, on était à 3 décès, mais on avait un joueur qui s'appelait Mota qui pouvait redescendre, et que ce joueur est parti. Parce qu'en soi, partir avec 3 décès, c'est juste cataclysmique en fait dans une saison. Oui, justement, je vais en revenir, mais pour l'instant, il n'est pas là, il fait pas encore partie de l'effectif. Mais partir avec 3 décès, c'est juste impossible. Et si c'est juste pour apporter le nombre, en sachant qu'il sera 4e décès, Krychowiak, pourquoi pas? Moi j'ai envie de dire Krychowiak, pourquoi pas? À la différence de Basto, je ne suis pas d'accord du tout sur Silva. Je trouve que Silva a une capacité de relance qui est très très propre. Il est capable de faire des transversales de 40-50 mètres qui sont léchés, qui arrivent dans les pieds des partenaires sans aucun souci. Et moi j'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie de faire confiance à ce dernier mois de championnat où je l'ai vu, et je l'ai vu vraiment étincelant, prometteur, et j'ai envie de lui faire confiance, et j'ai vraiment pas envie de le voir partir. Maintenant, là aussi je suis pas d'accord. Justement, pour moi, une défense à 3, ces 3-là seraient complémentaires, avec un Silva au centre, Marquis à droite et Kim à gauche. Justement, on aurait, alors faudrait que Marquis se sorte un petit peu les doigts du cul, mais on aurait un Kim qui est très fort pour percer, on a un Silva qui est très fort dans la relance, et y compris les relances longues, et ce serait pas forcément du tout une défense qui fonctionnera en reculant. Moi j'y verrais absolument aucune objection. Mais par contre, ouais, si on veut partir à une défense à 3, où on veut s'offrir cette possibilité-là, c'est même pas un défenseur central qu'il nous faut, c'est 2. Parce que on peut pas se dire, tiens, on va partir à 3 et en avoir que 4 en stock. Enfin, t'en as un qui est blessé, un qui est suspendu. Tu passes à 2. Ouais, tu passes à 2, mais c'est pas la fête du chip, quoi. Mais dans ce cas-là, voilà, si on a le retour de Krycho qui, clairement, au vu de ses dernières déclarations, n'a pas l'intention de partir et n'a pas l'intention de signer ailleurs, son contrat est peut-être trop beau, encore une fois. Dans ce cas-là, pourquoi pas recruter un petit jeune prometteur. Au dernier mercato, on parlait de Foyt, qui n'a pas fait grand-chose à Tottenham, mais pourquoi pas retenter un pari de ce type, et ça nous offrirait justement plus de possibilités au niveau des variations, et je serais assez pour le recrutement d'un décès pas cher, prometteur, mais qui n'a pas encore fait ses preuves, en plus de Krychowiak. Merci à toi Drayas. Olivier? Oui, moi je pense que la défense à 3, si c'est ce que privilégie Tourelle, est sûrement la bonne solution, puisque on a la chance d'avoir 3 défenseurs de cette qualité-là. Et moi je partage tout à fait l'avis de Drayas, il me semble parfaitement complémentaire, notamment avec des latéraux, on y reviendra tout à l'heure, qui ont ce profil-là, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui ont un peu de difficulté dans le dos défensivement. Marquinhos comme Kimpembe ont des joueurs qui ont un parcours de latéraux. Il a été formé comme ça, Kimpembe, et à la Roma, c'est comme ça que jouait Marquinhos. Donc ce sont des joueurs qui sont tout à fait capables de combler les brèches, de couvrir nos arrières latéraux qui sont un peu pris dans le dos. Et comment se priver de Silva alors qu'on vient de remarquer que Marquinhos et Kimpembe étaient 2 jeunes joueurs. Ils ont besoin d'avoir un joueur de cette stature, de cette expérience qui va les rassurer. Moi, je n'ai pas vu du tout la même saison que vous, et j'ai vu Silva récupérer un nombre de coups incroyable parce qu'il a un sens du placement, de la tête, il est absolument imprenable.
Alors effectivement, c'est pas un joueur qui va faire des relances, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir un libéro qui fait des relances. On a joué depuis 4 ans avec Thiago Motta, il suffit de lui donner la balle, c'était lui le meneur de jeu reculé. Quelle idée de demander aux défenseurs centraux de faire le boulot de Motta, il était très bien pour ça. Donc je crois que Silva a tout à fait cette capacité de jouer avec ces deux joueurs-là. Donc moi, avec le profil de l'effectif, avec eux, je pense que la défense à 3 s'impose. Et effectivement, si on fait une défense à 3, il faut avoir 2 défenseurs centraux de bonne qualité, qui soient capables de comprendre une rotation, qui soient capables de l'accepter. Bon, ça doit pouvoir se trouver à des tarifs raisonnables. Merci à vous. Alors, je voulais juste réagir sur Silva. Vas-y, finis, mais très vite. Alors, il y a un truc que je partage pas du tout, c'est que Silva est tout à fait capable de faire des relances léchées de 50 mètres. Combien de fois il l'a fait? Il est même déjà l'auteur de quelques passes décisives. Et justement, le Silva des 5 derniers matchs n'était plus du tout un joueur qui reculait. Enfin, pas des 5 derniers matchs, d'ailleurs, d'un petit peu plus, du dernier mois et demi, enfin, après la désillusion contre Madrid, donc c'est même plus qu'un mois et demi, c'est 2 mois, excusez-moi, j'ai des problèmes avec le temps, mais était un central qui reculait plus du tout et qui a été très très utile dans la construction basse. Je veux réagir aussi, s'il te plaît, Jimmy. Vas-y, très vite. Silva est capable de faire des relances, mais c'est des relances souvent longues et c'est plus des transversales que des relances à terre qui cassent les lignes. Par exemple, je le vois très peu percer une ligne pour aller trouver Verratti au sol, comme peut le faire Boateng ou Bonucci. Dans une défense à 3, et c'est pourquoi je ne crois pas en Kimpembe et Marquinhos Silva, il te faut un profil de ce mec-là qui arrive à te trouver les passes au sol laser. Sinon, le jeu n'avance pas. Le jeu ne peut pas avancer. Et tu avais des doutes, tu as dit, il faut que Marquis se bouge un peu. Oui. Et il faut aussi que Silva, dans les gros matchs, il fasse ça. Oui, donc il y a beaucoup de si, et à l'arrivée, le jeu risque de ne pas avancer. Alors, il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de si, mais non, pour Silva, en l'occurrence, c'est pas un si, c'est un choix. Ok, je lui fais confiance. Pour Marquis, effectivement, Marquis, il y a un si, mais encore une fois, je suis pas inquiet, c'est son année de régression, il a 24 piges, il est super jeune, il est dans cette phase-là. Mais justement, que ce soit Marquis, alors Marquis, c'est plus justement Marquis quand il était à son meilleur niveau l'année dernière, les passes au sol vers Verratti, etc., il en faisait quelques-unes. Mais sur Silva, je ne suis pas du tout d'accord. Effectivement, il fait des transversales, mais il fait aussi les passes au sol. Alors après, c'est pas laser, c'est pas comme si tu avais Motta qui était reculé, effectivement, comme tu peux avoir avec Bonucci et avec Boateng, mais c'est d'un niveau qui est quand même très 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 raisonnable pour faire ça, quoi. On a très souvent vu Motta ces dernières années jouer, s'intégrer dans la ligne des défenseurs centraux et assurer la relance. Ça fonctionnait très très bien. Je ne vois pas de problème à ce niveau-là. Si tu fais jouer Verratti en registrat, il n'y a pas besoin que les défenseurs centraux aillent faire le boulot du meneur de jeu reculé. Non, Silva sera parfait pour tout ça. Il est capable de faire tout. Il faut encore savoir qu'est-ce que lui demande son entraîneur. Ça on n'en sait rien. Et il est capable de saboter une équipe en plaçant la ligne basse quand on lui demande de jouer haut. Si on lui demande de le faire, je ne le vois pas le faire de son propre initiative. J'agis trop. Le 600, c'est lui, tous les joueurs l'ont dit. Emery personne ne l'a dit. Emery fait des gestes. Mais si, mais Emery fait des gestes, remonter le bloc dès le début. Il fait des gestes, redescendez. On va pas parler d'Emery pour la remontada quand même. On le sait tous. Au Brésil, il est critiqué de la même manière, Silva. Plus tellement maintenant. C'est plutôt Marquinhos qui sort de l'équipe que Silva. Oui, mais sur cette critique du joueur qui, dans les grands matchs, a tendance à se cacher et jouer trop bas, Silva, il l'a toujours eu. Moi, ce que je constate, c'est que depuis son remplacement, depuis sa non-titularisation à Madrid, on n'a plus du tout le même joueur. Alors, et tu es d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et puis de toute façon, si on avait eu Sergio Ramos, on n'aurait pas eu la remontada. Un seul joueur change tout, ça c'est du Royolo dans le texte. Ça. Bah ouais, parce qu'il casse les bras de tout le monde, donc après il en reste plus un. Bon mes amis, on passe à la suite, on va passer aux latéraux. Les joueurs auront beaucoup fait parler d'eux cette saison, nos latéraux, et pas pour de très bonnes raisons. Dani Alves et Meunier à droite, Berchiche et Kurzawa à gauche. Qu'avez-vous pensé de la saison magnifique des défenseurs latéraux, Draias? C'est vraiment sympa de me faire commencer là-dessus, Jimmy. Côté droit, Alves a été très très bon sur certains matchs, mais sur la durée, au moins défensivement, il a juste été mauvais, quoi. Peut-être qu'on peut le repositionner relayeur droit, voire un peu plus haut en fonction du système utilisé, mais j'aurais du mal à partir avec Alves en latéral pour une nouvelle saison. Il avait du mal à faire. Il a fait quoi? Il a fait combien de bons matchs en tant que latéraux? Et je parle pas de ses participations offensives
ou sa capacité à repiquer au milieu. Des combien de bons matchs en tant que latéraux sur la saison, si on arrive à 5-6, c'est un maximum, et c'est vraiment pas assez. Et Meunier, à mes yeux, il a apporté satisfaction quand on a fait appel à lui. Il y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Et je trouve qu'on serait très mal inspiré de le vendre, par contre. Donc, pour le côté droit, alors ça, on en parlera après. Pour le côté gauche, que dire? Si le diable, on a un Berchiche qui est une parfaite doublure, mais Berchiche, il a tout de la doublure. Il a le niveau de la doublure, il a l'implication de la doublure, il a l'humilité de la doublure, et qui finit la saison numéro 1. Voilà, que dire d'autre? T'as parlé des latéraux droits? Oui, oui. Bah oui, il a Alves commencé et avec... Meunier, ouais. Excuse-moi. Olivier, vas-y. À droite, je crois que le problème, c'est qu'ils ont les mêmes qualités, les mêmes défauts. C'est-à-dire qu'ils sont bons tous les deux offensivement, et ils sont pas bons, ou moyens, ou très moyens, tous les deux défensivement, avec une grande difficulté à jouer dans leur dos. Alors Alves a toujours été un peu son problème, la vitesse, mais là, à 35 ans, ce problème s'est aggravé. Il s'est fait prendre un nombre incalculable de fois dans le dos, et parfois par des attaquants qui étaient des attaquants de Ligue 1 sans niveau extraordinaire. Donc ça reste un problème. Et Meunier, c'est un peu pareil, et c'est difficile de juger Meunier de la même façon qu'Alves, parce que Alves a disputé quasiment tous les gros matchs, Meunier a disputé les matchs entre guillemets secondaires, donc on ne peut pas les juger de la même façon. Moi, je crois qu'ils ont les qualités pour jouer avec une défense à 3, voilà, où ils vont avoir une assurance de couverture derrière eux. Mais pour une défense à 4, c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas la qualité de faire des allers-retours permanents comme le font les arrières latéraux modernes. Alors à gauche, que rajouter à Skalid Raya sur Kurzawa? Malheureusement, il a totalement sombré. Et Berchiche, il est courageux, mais il est limité. Mais là, c'est pareil, les voir avec un autre système, avec d'autres consignes, peut-être on les juge peut-être un peu hâtivement. Moi, j'ai du mal à les condamner. Kurzawa, je pense que ça c'est rédhibitoire. Berchiche en doublure, il est courageux défensivement, il est surtout limité offensivement. Mais bon, si on n'a pas tellement de sous à mettre, peut-être faut-il le garder. Merci à toi, Olivier. Basto, est-ce que tu es d'accord avec tes deux copains? Oui, j'ai du mal à me concentrer puisque Darius était en train de faire des gestes obscènes pendant qu'Olivier parlait. Pas par rapport à Olivier, hein, par rapport à moi, et de se dessaper. Donc revenons à nos latéraux. Il va casser, voilà. Et il casse. Et je peux le rebrancher? Bon, les amis là. Quel super. Et Darius en plus débranche mon casque. Voilà, merci à lui. Basto qui reproche toujours aux autres. Donc, pour les latéraux droits, oui, je pense que tout a été dit. Après, Alves a su rebondir sur quelques matchs importants de deuxième partie de saison, notamment match aller contre le RAL, où c'est loin d'être le pire, ou ce match du titre contre Monaco, où il fait un super match, même défensivement, dans l'agressivité. Je pense que c'est quand même un bon messager pour le groupe. C'est quelqu'un qui a su, je pense, après l'élimination contre le RAL, remobiliser le groupe pour pas qu'il se scinde avec le staff. Meunier, perso, j'ai préféré son année passée. Cette saison, je l'ai trouvé égal défensivement. On connaît ses qualités et ses défauts. Il sait bien jouer avec ses défauts, on va dire, sur ce domaine. Par contre, offensivement, je l'ai trouvé plus en difficulté dans les premières relances. Pour sortir les ballons, il y a eu énormément de déchets cette saison chez Meunier. Côté gauche, Kurzawa, on va pas tirer sur l'ambulance, hein, tout a été dit. Et Youri, oui, il est vaillant maintenant. Autant je pense que c'était un joueur qui correspondait très bien à ce qu'aime Emery pour ses latéraux, c'est-à-dire à faire des allers-retours défensifs-offensifs, multiplier les courses à haute intensité, et tout en étant aussi bien correct techniquement que dans le placement. Autant pour Tourelle, je pense qu'il attendra totalement autre chose d'un latéral. Merci à vous mes copains. Du coup vous êtes moyennement satisfaits, hein, comme je peux le voir, de nos latéraux au Paris Saint-Germain. Donc quel changement est-ce que vous voudriez voir la saison prochaine, Olivier? Là aussi on est obligé de répéter que ça va dépendre de l'enveloppe financière. Et ça va dépendre aussi du système de jeu. Si tu peux te faire plaisir. Non, mais là, au PSG, on ne se fait pas plaisir. On attend de voir la note que va nous présenter l'UEFA et puis on verra. Et puis le système de jeu, je crois que le système de jeu va changer totalement ce qu'on attend de latéraux. Si, dans une défense à 4, on n'attend pas du tout la même chose de latéraux que ce qu'on peut attendre dans une défense à 3, où ils vont être moins sollicités défensivement. Donc moi, à droite, je garderai les deux, parce que globalement, je pense qu'ils peuvent s'intégrer dans un système comme ça.
Le vrai problème, c'est celui d'Alves, parce qu'il va être opéré de sa rupture du croisé antérieur. Donc on sait que c'est 6 mois minimum, souvent 9 mois. Et on a vu avec Fekir, il faut parfois 1 an et demi pour retrouver totalement ses capacités. Il a 35 ans, si jamais ça dure autant, bah sa carrière elle est terminée. Donc Alves va poser un vrai problème de la date de récupération. Alors l'idée qu'on pourrait avoir, c'est peut-être de recycler Diarra. Diarra, dans un rôle, il a joué. Il a souvent été d'ailleurs meilleur comme arrière latéral. Et pourquoi il ne pourrait pas faire une pige dans un système à 3 défenseurs où lui, il va jouer avec moins de dépenses physiques sur un côté. C'est peut-être une solution. Du côté gauche, par contre, Kurzawa, je pense que c'est pas possible. Il faut donc recruter. Là, il va falloir faire un effort financier pour recruter un bon spécialiste. Et puis Berchiche, si on ne peut pas faire mieux, il faut garder Berchiche parce que globalement, il peut rendre des services en tant que remplaçant sur les matchs un petit peu moins sollicitants. Mais sinon, si on avait la possibilité, je changerais les deux en prenant vraiment le meilleur possible pour remplacer Kurzawa. T'as des noms? C'est Alexandro, c'est des joueurs comme ça. Mais là aussi, c'est pareil, il n'y en a pas des foultitudes, des très bons joueurs sur ces postes de latéraux. Donc, oui, j'en citerai pas tellement d'autres que celui-là. Hein. D'accord, merci à toi Olivier. Basto, est-ce que tu es d'accord avec Olivier? Plutôt, oui, plutôt. Alors, à droite, il faut garder. De toute façon, Alves restera avec sa blessure. Et de toute façon, il serait resté. Maintenant, je pense que Alves, il faudrait plus se recycler en ailier. Si on jouait dans une défense centrale à 2. Dans une défense centrale à 3, effectivement, par contre, il peut toujours alterner avec Meunier. Après, d'après quelques infos indiscrètes du Parisien, ça vaut ce que ça vaut. Tourelle serait convaincu par aucun des 4 latéraux après avoir vu nos matchs. Donc, il faudra voir ce qui se passe. Maintenant, on ne peut pas en recruter 4, c'est sûr. Donc je pense qu'à droite, il faudrait recruter quelqu'un qui a un profil différent de Meunier Alves, peut-être un latéral qui est capable d'enchaîner les courses et qui est assez offensif, mais qui a aussi cette qualité défensive. Je pense à un Izaj de Naples ou un Vrajko de l'Atlético Madrid, par exemple, qui sont un peu plus défensifs et un peu plus dans l'agressivité, on va dire. À gauche, Kurzawa, je le ramène en claquette chaussette à l'aéroport s'il veut, ça me fera plaisir. Et côté Yuri, même si je ne pense pas que ce soit le latéral typique de Skem Tourelle, je pense qu'il restera en tant que doublure. Et là, il va falloir trouver ce latéral gauche créatif et offensif. Et puis dans les profils, on verra bien. On parle de Guerrero, ça correspondrait plutôt bien. On verra. Merci à toi Basto. Dreyas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je ferais simple par rapport à FPF. S'il n'y avait pas de FPF, j'en changerais 3, je garderais que Meunier. Et comme il y a le FPF, j'en changerai qu'un et ce sera Kurzawa parce que celui-là, il a fait son temps. Il faut qu'il parte pour lui, il faut qu'il parte pour nous. Voilà. Et FPF ou pas, latéral gauche, c'est un des postes prioritaires. C'est un de ceux où on est obligé de recruter cet été. Merci à vous. Mes amis, alors on va passer peut-être à là où il y a le plus de chantier, le milieu de terrain. C'est un secteur qu'il est très important de remanier et où aucune formule n'a vraiment donné satisfaction cette saison malgré de nombreux essais. On a vu Verratti, Rabiot, Lo Celso, Draxler, Pastore, Diarra, Mota, Nkunku et même parfois Dani Alves essayer dans ce secteur et pourtant rien n'a semblé vraiment satisfaire les foules. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la saison des milieux de terrain, Basto? Déjà, on a beaucoup de milieux, mais beaucoup de milieux qui ont plus ou moins les mêmes défauts et pas assez qui ont des qualités qu'on n'a pas. Donc, trouver un bon milieu avec ces milieux disponibles, et c'était compliqué puisque, de toute façon, ils ont des carences et donc, collectivement, ça se voit. Le seul milieu que j'ai vraiment apprécié, c'était Marco, Rabiot et Draxler, cette espèce de milieu hybride où tout le monde permutait, où c'était un espèce d'équilibre dans le déséquilibre et qui était très intéressante. On l'a vu entre août et décembre notamment, où on a fait, je pense, nos meilleures perfs collectivement, où le jeu avançait vraiment. Maintenant, si on fait point par point, je vais donner les satisfactions. Donc il y a Verratti qui a peut-être encore été le meilleur parisien, même s'il a toujours des difficultés redondantes, surtout dans les grosses affiches, à savoir se placer correctement entre les lignes, à bien conduire le jeu en lâchant la balle plus vite ou à accompagner les attaques. Il l'a fait de temps en temps, mais c'est souvent par courte période malheureusement, et c'est pas sur la durée. Et il a eu aussi des soucis pour suivre le milieu dans les déplacements, notamment Tolisso qui nous met 2 buts parce que Verratti le lâche au niveau du marquage, et ça c'était un peu
plus surprenant de la part de Marco. En point positif, dans nos milieux, je mets aussi Draxler. Moi, j'ai déjà tout dit sur lui, très intéressant par son placement entre les lignes qui permet de gêner la relance inverse. Son jeu a une touche qui fait avancer la balle rapidement et toujours ce côté très peu de déchets et donc la balle qui ressort toujours propre. En point négatif, on peut pointer du doigt son volume de jeu un peu trop neutre. Il touche peut-être pas assez de ballons par match, une quarantaine, alors qu'à son poste, il devrait peut-être en toucher moitié plus. Dans les satisfactions, je vais mettre aussi Lo Celso, qui montre qu'il est un vrai relayeur et non pas un 6, comme Unai a pu le penser. Et il a surtout une palette qu'on n'avait pas forcément chez nos autres milieux, c'est-à-dire qu'il est très bon à la finition, mais il s'est varié, c'est pas que sur des frappes de loin, il arrive à se projeter, à se retrouver dans la surface au bon endroit pour venir mettre sa tête ou son plat du pied. Il fait ça très bien par rapport à Verratti qui a du mal justement dans ce domaine. Après, il a une fâcheuse tendance encore plus élevée que Marco à garder trop la balle, et il a eu des soucis aussi dans son placement, même si c'était beaucoup mieux en fin de saison. Il a eu les premiers mois énormément de problèmes là-dessus. Dans les déceptions, j'ai mis Mota, qui a quasi pas joué. Et qui, quand il était présent, il a été responsable des plus gros déséquilibres. C'est quand il est là qu'on a le fameux 7+3. Alors pourquoi? Parce que dans les matchs à haute intensité, il a plus les jambes pour colmater les trous du milieu et donc il crée encore plus de déséquilibre. Par contre, quand le rythme en face lui permettait d'avoir plus le temps de jouer, il a continué à régaler par séquence. Mais on sait que Mota sera toujours un joueur de classe, peu importe l'âge. En déception, c'est une semi-déception, c'est Rabiot qui a pu être très bon quand justement il a joué avec ce milieu hybride, on a pu y croire. Il avait cette liberté de monter tout en restant défendre et puis après il a été de plus en plus insupportable, notamment en 8. Et notamment dans les gros matchs avec une incapacité à se projeter convenablement, avec des déséquilibres créés par un positionnement mauvais. Il était haut mais en même temps pas disponible pour pouvoir faire avancer le jeu et du coup à la perte de balle ça créait des trous pour notre équipe. Et surtout une conduction du jeu qui était bien trop neutre et trop lente, lui aussi une incapacité à sortir vite la balle et vers l'avant. Et enfin en déception Lassana, voilà, on peut toujours se demander aujourd'hui pourquoi on l'a recruté. Il a été à la rue contre des équipes comme 3 Sochaux ou Strasbourg. Quand Olivier en parle là, se recycler en latéral droit, pourquoi pas, mais quand je vois à quel point il est dépassé dans les duels et dans le placement, même par le joueur le plus lent de 3, j'ai des doutes sur sa capacité physique à ce poste à pouvoir enchaîner les courses à haute intensité. Je pense que l'As est cramé. Il a fait quelques bonnes choses, balle au pied, et encore une fois assez neutre, puisqu'il a trouvé peu de décalage, mais défensivement c'était plutôt catastrophique. Donc voilà mon bilan. Merci à toi Basto, c'était magnifique. Ah, j'ai pas mis Nkunku et Pastore que je considère plus comme des attaquants, vu comment ils ont été utilisés cette année. Ok, si tu veux. Drayas? Pour moi, Basto a tout dit. J'ai vraiment dans l'ensemble la même lecture que lui sur le milieu. Pour Gio, j'ai vu du très positif, mais même dans le très positif, il a encore cette naïveté, sans ballon, de trop vouloir aller récupérer la balle tout de suite et de pas forcément respecter son positionnement dans le cadre d'un collectif. Mais voilà, donc là-dessus et sur Rabiot, ouais, c'est cette période, c'est ce milieu moi qui m'a plu. Qui était Rabiot, Verratti, Draxler, même si ce milieu s'est écroulé à Munich, mais il y a d'autres choses à dire avant de dire qu'il s'est écroulé à Munich, je pense. Et justement, sur ce milieu, c'est la seule période de l'année où Rabiot a accepté de jouer 6. Il était 6 70% du temps, et 30% du temps il se projetait. C'était compensé par moments par Verratti, c'était compensé très rarement par Draxler. Comme disait Basso, ça tournait très bien. Mais voilà, c'est ce Rabiot-là, il aurait continué toute la saison. Quand on écoute les commentaires de Deschamps, on sait pourquoi il n'a pas été pris. Voilà. Merci à toi, Andreas. Olivier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tes deux amis? Oui, je crois que c'est surtout ce qu'il faut remarquer, c'est le secteur qui a été affaibli par le dernier mercato, puisqu'on a mis les sous ailleurs, alors que c'était le secteur qui méritait sûrement la priorité du recrutement, parce que ça faisait des années qu'on merdouillait dans ce secteur, qu'on ne recrutait pas ou mal. Alors il a été affaibli, ne serait-ce que numériquement, parce que les départs de Matuidi et Krikoviak n'ont pas été compensés par d'autres joueurs. Et puis après, il y a l'utilisation de ce milieu qui pose problème, alors que c'était un milieu où on n'avait pas beaucoup d'éléments. Il y a une obstination à jouer à 3 avec Sentinelle. On ne sait pas pourquoi, comme si le PSG était incapable de jouer autrement que ça. Et une obstination, en tout cas en début de saison, à faire de la Sentinelle Thiago Motta. Thiago Motta, il est à la fois l'étoile de cette équipe et celui qui a empêché
ce milieu d'évoluer depuis plusieurs années parce que tous les joueurs qu'on a recrutés pour être soi-disant une concurrence à Mota étaient en fait des joueurs non concurrentiels, comme si on ne voulait pas lui mettre une pression particulière. Et là, on fait à nouveau reposer en début de saison l'équilibre du milieu sur Thiago Motta, alors que manifestement, il fait l'année de trop. Les 14 premiers matchs de la saison, on les joue avec le trio Verratti, Thiago Motta, Rabiot, qui sont alignés 9 fois, alors que Thiago Motta lui-même a été aligné 12 fois. On l'a même aligné à Marseille, alors qu'il était déjà diminué physiquement, et il se blesse au ménisque à ce moment-là, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut imaginer qu'on peut jouer sans Motta. Alors on bricole, on fait jouer Draxler, ça a été une période effectivement où le jeu a été un peu séduisant. Les 9 matchs suivants où le trio est aligné 6 fois, et puis il y a le retour à Munich, et d'un seul coup Draxler disparaît de cette association, puis on repart sur une nouvelle idée, les 16 matchs suivants, et on sort du chapeau Lo Celso en 6. Il est titulaire 12 matchs sur les 16, jusqu'à la catastrophe de Bernabéu, où là, on s'aperçoit que peut-être c'est pas son meilleur poste. Donc vraiment, la gestion de ce milieu, déjà difficile parce qu'il était très affaibli, quantitativement et qualitativement, elle a été complètement erratique. On avait l'impression que les joueurs ne savaient pas tellement dans quelle position évoluer. On a vu Rabiot imposer son choix de ne pas jouer en neuf. Enfin, ce secteur n'a pas été du tout géré et responsable, à mon avis, du côté déficient du jeu collectif cette saison. Alors sur le plan du bilan individuel, j'ai pas grand chose à ajouter. Lo Celso est effectivement la deuxième révélation pour moi avec Kimpembe, mais on a encore du mal à cerner ce joueur qui n'est sûrement pas un 6, ça c'est sûr, mais qui en 8 a un certain nombre de lacunes, notamment défensives, et puis qui a une tendance à enterrer un peu le ballon avec de multiples touches qu'il doit apprendre à corriger. Donc c'est un joueur dont on doit cerner encore un peu les possibilités. Et puis à côté de lui, qu'est-ce qui reste? Il y a Rabiot et Verratti, et tout le reste n'a pas le niveau ou est atteint par la date de péremption, comme le malheureux Diarra qu'on a recruté. On ne sait toujours pas pourquoi, parce qu'on ne l'a pas fait jouer, et heureusement qu'on ne l'a pas fait jouer parce qu'il est à la rue. Donc ce secteur est mal géré. Quand même. Pardon? Draxler, t'avais plus quand même dans le milieu Verratti, Rabiot, Draxler. Si tu veux, on restait quand même sur une fin de saison dernière, sur une deuxième partie de la saison dernière, où Draxler a joué essentiellement attaquant. C'était là-dessus, il a fait une très bonne fin de deuxième partie de saison. Au moment où il a été recruté au mercato d'hiver jusqu'à la fin de saison, la ligne d'attaque Draxler, Cavani, Di Maria a été performante. Et j'ai plus l'impression qu'on l'a recyclé par la force des choses au milieu. Quelle est sa vraie place? Bon, ça moi je ne le sais toujours pas. Et ça va dépendre de la philosophie de Tourelle par rapport au type de milieu qu'il veut. Mais je ne suis pas persuadé que Draxler soit vraiment un 8. Je ne suis pas persuadé que ça soit ses meilleures qualités. Donc moi j'ai senti beaucoup de flou dans ce secteur-là. Je peux réagir vite fait, Jimmy? Vas-y. Pour moi, on s'est amélioré au milieu cet été, même quantitativement, parce qu'on perd peut-être Matuidi et Krikovac, mais on les remplace par des solutions plus positives que sont Draxler et Lo Celso. Lo Celso qui jouait très peu l'année dernière, et Draxler qui se place 8 et qui, pour moi, sont vraiment des améliorations par rapport aux deux joueurs cités qui sont partis. Et justement, pour moi, ça a été très intéressant. Cette année, au milieu, c'est qu'on a pu voir toutes nos lacunes qui existent depuis 5 ans dans ce poste. On a enfin compris que Rabiot n'était peut-être pas un 8. On a enfin compris qu'il fallait justement un profil 6, un profil 8 et un profil 10. Et que bizarrement, nos meilleurs matchs, c'était quand on avait ce trio de profils. Donc j'espère que c'est enfin l'année un mal pour un bien et qu'on a enfin vu ce qu'il fallait. Et qu'il fallait copier les grandes équipes qui jouent toutes comme cela d'ailleurs. Moi j'ajouterais aussi que je trouve que Draxler, en tout cas dans le jeu moderne, est tout à fait à sa place au milieu. Je trouve que cette saison, il a fait d'énormes progrès défensifs. Il a vraiment commencé la saison en mode crevette pour ce qui était d'aller au duel, mais il a commencé, plus la saison avançait, plus il a commencé à le faire. C'est encore trop léger, mais il peut faire ses quelques progrès. Ensuite de ça, c'est un joueur qui a un talent naturel pour se placer vraiment entre les lignes. Il coupe un nombre d'angles de passe absolument hallucinant, rien que par son positionnement. Et enfin, par son positionnement, quand il est au milieu, il est dans cette espèce de position hybride où il permet des relances rapides, il est très facile à trouver. Et à chaque fois qu'il est servi, et des fois on pouvait même regretter qu'il ne soit pas assez servi, il ressort la balle proprement. On peut dénoter chez lui parfois un manque d'activité, mais c'était sur courant alternatif, parce qu'il y avait certains matchs, l'activité, il l'avait. Et je trouve que dans le foot moderne, justement, c'est typiquement le joueur qui a tout à fait sa place au milieu.
Oui, moi je pense que c'est difficile de dire que ce milieu était une amélioration quand on a fait jouer Lo Celso la majorité de ses matchs 6. Enfin, faut quand même voir que c'est pas du tout sa place. Donc, on peut pas dire que ce soit... Non, mais au moins, quelles que soient les qualités individuelles des joueurs, tu as l'impression que la répartition des rôles dans un milieu, Verratti, Motta, Matuidi, elle était claire. Autant là, on n'a jamais senti une clarté dans la répartition des rôles entre le yoyotage Lo Celso numéro 6, le chantage Rabiot, je veux pas jouer 6, je veux jouer 8. Bon, tout ça est quand même très flou. Ça, c'est la faute du coach, mais quand tu as eu le milieu sur 3 mois, Rabiot, Verratti... Mais c'est 6 matchs, Basto, c'est 6 matchs. Non 6 matchs. Bah, si, c'est 6 matchs. Et en 6 matchs, ils ont montré plus que le Basto, tu peux pas dire ça sur une saison, quand même. Mais Emery a montré plein de défauts là-dessus, mais n'oublions pas qu'il a été aussi contraint par des blessures successives et variées dans ce secteur de jeu. Draxler en 10, c'est 6 matchs. Pas forcément Rabiot, Verratti. Par exemple, Draxler en 10 avec deux joueurs un peu plus créatifs derrière. C'est un petit peu plus, mais la fois où ça a vraiment marché, c'est vraiment quand les 3 étaient alignés ou que là il y a eu une osmose. Et d'ailleurs, avant le match contre Munich, où faut pas oublier que quand ils sont alignés aussi contre le match contre Munich, où tout à coup cette idée est mise au pilori, ils n'ont pas pu jouer ensemble les 3 ou 4 matchs qui précèdent, et ils sont envoyés au charbon comme ça, et ils ont eu du mal à se retrouver. On a eu du Rabiot, Dio, Draxler, quand Marco était blessé en fin de saison, c'était pas si mal non plus. Oui, mais la fin de saison, Basto, la fin de saison, c'est fini, la fin de saison, tu peux pas juger là-dessus. Mes amis, on va avancer du coup, comme vous l'avez dit, il y a du chantier. Et du coup, je vais vous demander les changements que vous voudriez voir la saison prochaine, et éventuellement des noms de joueurs. Drayas, qu'est-ce que tu as envie de voir toi l'année prochaine? Alors pour la semaine prochaine, je veux un nouveau présentateur. Vas-y. Mais non, c'était une mauvaise blague et je la retire tout de suite. Non, je quitte ce podcast, au revoir. C'est tellement dur de se prononcer en fait. S'il y a un secteur qui est impacté par les choix du coach, par l'organisation que veut mettre en place le coach, c'est celui-là. Et à partir de là, la réponse qui te semble la plus saine à trouver, c'est de trouver des joueurs qui sont polymorphes, qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Et c'est pour ça que quand on entend parler de la rumeur Savic, ça fait envie, même si je ne connais pas très bien le joueur. Et d'une manière générale, ma connaissance hors Paris des joueurs est limitée, par ma mémoire, donc peu importe, on s'en fiche. Mais il y a énormément de travail à trouver. C'est Rabiot. Est-ce que déjà faut se demander est-ce que Rabiot va rester? Enfin, il y a eu le cataclysme. Comment Tuchel va le prendre? Tuchel peut se dire c'est un joueur de caractère, je vais le mater, ça va être bien, machin truc. Mais c'est possible aussi que Tuchel fasse un blocage et que Rabiot rentre dans le fameux besoin de récupérer de l'argent pour le FPF. Et si Rabiot part, il faut au moins recruter 2 joueurs. Si Rabiot ne part pas, il faut recruter au minimum 1 joueur, mais on pourrait réfléchir au fond à 2 joueurs, parce qu'on peut vouloir aussi densifier le milieu. Tu sais, jouer avec 5 hommes au milieu, c'est quelque chose qui se fait. Et c'est trop dépendant. C'est trop dépendant de ce que Tuchel veut faire, et je ne peux pas me prononcer en fait. Merci à toi, Mondraya Siné. Olivier. Écoute, moi ça me fait peur, hein, le remaniement du milieu, parce que si tu procèdes par élimination... Thiago Motta part à la retraite. Nkunku, il doit trouver du temps de jeu ailleurs, le prêter, le vendre, mais manifestement, il ne fera pas l'affaire à ce niveau-là. Pastore, moi, je continue à classer comme un milieu. On a l'impression que l'aventure est terminée, il va partir. Voilà, on se retrouve avec qui est-ce qui reste? Diarra, lui, il faut qu'il retourne à la retraite. On l'a sorti de ça, je ne sais pas pourquoi, il faut qu'il y retourne. Donc, il reste Rabiot, mais est-ce qu'on a intérêt à garder Rabiot? Est-ce qu'il veut rester? Est-ce qu'il est capable d'accepter un coach directif qui va lui dire de faire ce qu'il n'a pas envie de faire? Je n'ai pas l'impression qu'il ait le caractère à ça. Il reste quoi finalement? Il te reste Verratti et puis c'est tout. Donc ça veut dire qu'il va falloir très largement revoir ce secteur. Et comme dit Drayas, le revoir en fonction des idées de jeu de Tourelle. C'est pas pareil si tu as un milieu à 4 avec 3 défenseurs. C'est pas pareil si tu veux continuer à jouer avec un milieu à 3. Donc c'est très difficile aujourd'hui de se projeter, mais il n'est plus question, comme on l'a fait les autres années, de considérer ce secteur comme le parent pauvre du mercato. On se retrouve dans une situation limite catastrophique parce qu'on a laissé traîner les choses. Et on a usé Motta jusqu'à la corde, et au jour d'aujourd'hui, le milieu, il ne reste plus grand-chose, ni qualitativement, ni quantitativement. Donc c'est un chantier énorme qui tombe mal en une période où le fair play financier va probablement nous limiter un peu les possibilités.
C'est vrai que c'est un peu triste. Tu vois, Liverpool, eux, le mercato a même pas commencé, qu'ils ont déjà renouvelé leur milieu de terrain. Nous, ça fait 3 ans qu'on n'y arrive pas. Keita et Fabinho, mais c'est pas forcément les profils qu'on avait besoin. Ouais. Du coup, Basto, toi, tes profils que tu souhaites pour l'année prochaine? Pour moi, le milieu est le point faible depuis QSI, tout simplement. On a voulu nous faire croire que le trio Mota, Verratti, Matuidi était un des meilleurs du monde, alors qu'à chaque gros match, il se faisait marcher dessus. Non pas parce que les joueurs ont tous certains défauts, mais parce que ces défauts n'étaient pas compensés par... par exemple, un Verratti peut être compensé derrière par 2 joueurs qui mettraient pas ses défauts... j'arrive pas à m'exprimer. Bon bref, si on met Verratti ses défauts et qu'on lui met 2 joueurs à côté qui passent outre ses défauts, ça peut marcher. Par contre, si tu lui mettais Matuidi, qui n'est pas un 8-10 organisateur, qui pouvait pas aller combiner avec lui, ou qui était incapable de perforer balle au pied, ça faisait que tout le milieu était déséquilibré, ou pas forcément déséquilibré, mais pas trop bien équilibré. Donc ça fait 5 ans que c'est le problème. On a des profils qui ne sont pas les bons, et du coup ça se répercute. Et le problème, c'est que quand on enchaîne les erreurs, forcément, il y a de plus en plus de corrections à faire. Donc pour moi, Rabiot, Mota et Lassana doivent partir. Je garde Lo Celso, Draxler et Marco. Et je veux recruter un 6 organisateur. Mon rêve se nomme Jorginho de Napoli. Et il faudrait un 6-8 qui perfore les lignes balle au pied. On a ceux qui savent le faire sans ballon. On a ceux qui savent faire des relances. Mais on n'a pas celui qui sait, à la Kimpembe par exemple en défense, le faire au milieu, partir avec la balle et aller casser les lignes. Rabiot de temps en temps le fait, mais pas suffisamment bien et pas suffisamment au bon endroit, au moment opportun. Il y avait un joueur qui était parfait, mais je crois qu'il va signer à United, qui était Fred de Donetsk. C'est ça, Jimmy, par United? Ouais, exactement. C'est pas encore officiel, mais c'est en bonne voie. Et tant pis. Et il faudrait un 3e profil qui, pour moi, un 8 créateur, qui est capable de se placer entre les lignes et de jouer un peu plus vite que Marco et Lo Celso, de lâcher plus vite la balle. Il s'appelle Draxler, celui-là. Oui, mais un autre. Il en faut Merci. Au milieu à 3. Je voulais juste réagir à ce que disait Olivier quand il disait qu'il restait que Marco. Déjà, tu oublies Giovanni Lo Celso. On a pointé ses faiblesses, mais n'oublions pas ses très grandes qualités. Et clairement, c'est un milieu de terrain. Et enfin, je voulais remettre une couche sur Draxler. Je ne connais pas très bien Tuchel. Je l'ai pas tant vu. Je sais que tu en as marre, Jimmy, mais je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu jouer tant que ça, et je m'en souviens pas tant que ça. Mais je suis convaincu que Draxler va devenir un élément essentiel au milieu de la saison prochaine. J'espère pas, putain. On peut Merci pas à aller toi, contre Draya, la force c'est de la merci. foi, c'est pas possible. Et il aura du temps de jeu avec Tourelle, je pense. On verra. Pour le verra. jeu de position prôné par Tourelle, je pense qu'il aura du temps de jeu partout, mais au milieu surtout. Et au milieu, je pense. C'est-à-dire, en attaque, il n'a pas la place, donc de toute façon, s'il joue, c'est au milieu. Oui, mais à part s'il fait le fameux 3-1-2-4. Oh putain. Le fameux. C'était dédicace pour Olivier. On passe au plus haut du terrain, on termine par l'attaque. Celle-ci était extrêmement efficace avec notamment un trio Neymar, Cavani, Mbappé qui a marqué l'histoire de la phase de poule de Ligue des Champions avec un nombre record de buts marqués. Cependant, après l'affaire du penalty, l'entente entre les 3 joueurs a semblé se décomposer et la blessure de Neymar aura mis un terme à leur collaboration au moment le plus important de la saison. Di Maria a pas mal joué en attaque, Nkunku y a été essayé et Timothy Weah a gagné du temps de jeu en toute fin de saison. Qu'est-ce que vous avez pensé, messieurs, des attaquants, Olivier? Si le milieu a été le parent pauvre du mercato et il a été quasiment sacrifié à l'attaque, celle-ci a été considérablement renforcée avec les 400 millions des transferts de Neymar et Mbappé. Mais le problème que ça a posé en plus de l'affaiblissement du milieu, c'est que ça a densifié encore plus le secteur et ça a poussé sur le banc ceux qui avaient été plutôt bons la deuxième moitié de la saison précédente, c'est-à-dire Di Maria et Draxler. Et ça a quasiment exclu Lucas, qui avait eu quand même du temps de jeu les années précédentes et qui a fini par être vendu à la trêve hivernale. Mais finalement, on parle du trio, mais quand on regarde le nombre de matchs qu'ils ont joués, si on part de Metz, le moment où Mbappé a été qualifié, et qu'on s'arrête à l'OM, le moment où Neymar s'est blessé, c'est-à-dire 36 matchs, ils ont finalement été alignés que 15 fois ensemble. Et on s'aperçoit qu'en deuxième moitié de saison, c'est Di Maria qui a été le joueur le plus utilisé. Alors leurs statistiques, c'est Cavani, c'est 45 matchs, 38 buts, 9 passes décisives. Neymar, c'est 28 matchs, 27 buts, 16 passes décisives. Di Maria, c'est 41 matchs, 19 buts, 10 passes décisives. Et Mbappé, 40 matchs, 21 buts, 14 passes décisives. Donc on voit que, contrairement à certaines années
où tout reposait sur un seul buteur. Là, on a retrouvé des possibilités de marquer qui étaient réparties sur plusieurs éléments, et ça, c'est sûrement un gros plus. Alors, les satisfactions qu'on peut noter, c'est les qualités individuelles extraordinaires de chacun de ces joueurs dans son registre, qui peut être dribbleur, passeur, buteur pour Neymar, percussion, accélération dévastatrice pour Mbappé, buteur en une seule touche et surtout jamais rassasié comme Cavani. Donc, individuellement, on n'a jamais eu des attaquants, 3 attaquants de cette qualité-là. Les déceptions, elles viennent plutôt de l'animation entre les 3, notamment entre Cavani et les 2 autres. Elle vient aussi de l'impression qu'on a plus vu évoluer un trio d'individualité plutôt qu'un trio complémentaire. Mbappé a été aussi une petite déception en ce sens qu'il est manifestement trop juste actuellement pour jouer seul en pointe axiale. À chaque fois qu'il a été appelé à jouer dans cette position, il n'a pas été bon. Et puis il y a eu surtout un gros problème de repli défensif auquel ni Neymar ni Mbappé n'ont beaucoup participé. Et finalement, ce 7+3 qu'on a réduit à la période Mota, on l'a traîné un peu toute la saison, où ces 3-là n'ont pas joué exactement la même partition que les autres. Et c'est notamment lié au déséquilibre du milieu de terrain qui n'a pas permis d'avoir un lien suffisant entre la défense, le milieu et l'attaque. Donc je crois qu'on a des éléments extraordinaires individuellement, mais qu'on n'a pas été capable de construire avec eux un vrai jeu collectif d'attaque, et ça c'est préoccupant. Merci à toi Olivier. Basto, est-ce que tu es d'accord avec Olivier ? Je suis tout à fait d'accord sur sa conclusion sur le collectivement en parlant. Le plus important pour Tourelle, ce sera de trouver la bonne organisation et le bon jeu pour laisser cette liberté à Neymar et Mbappé, parce qu'ils en ont besoin pour briller. Mais cette liberté doit être compensée, notamment dans les replis défensifs. On a vu un Neymar qui était complètement déroutant au début, plutôt excellent, il savait venir combiner avec les milieux quand il le fallait. On a eu l'impression petit à petit qu'il en faisait trop, c'était dû sûrement à une frustration parce que le collectif n'avançait pas assez vite. Donc de ce point de là, je rejoins Olivier. Maintenant, individuellement, je suis d'accord, Neymar, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est le best. C'est le best, même si en 2018 il a été mauvais dans les quelques rares affiches qu'il a pu faire, notamment contre Marseille ou Madrid à l'aller, qu'il a été blessé derrière, donc on l'a pas recruté pour briller contre 3, mais pour briller contre les grosses affiches qui comptent, donc on va l'attendre au tournant, mais je n'ai pas trop peur là-dessus. On a eu un Mbappé qui a fait une première saison, il a eu une intégration complètement réussie, hein. Il a eu quelques périodes plus complexes, mais pour une première année à son âge, ça reste extraordinaire. Attention toutefois au repli défensif. Il va falloir qu'il s'améliore là-dessus, mais il en est conscient. Bon, Cavani, on connaît Cavani, je ne vais pas revenir dessus. Di Maria, j'ai déjà tout dit au cours de cette saison. Pour moi, c'est insupportable, médiocre, con sur le terrain et néfaste pour l'équipe. Donc, s'il peut partir, je serai le premier avis. Et Pastore, il a fait du Pastore avec ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas ça. Voilà. Et Nkunku, vu que je ne l'ai pas classé dans les milieux, on va parler un petit mot de notre Titi, qui a su être bon, même très bon la plupart du temps quand il a pu jouer contre des équipes type Metz, 3 ou des équipes qui nous laissent assez jouer à notre rythme, avec notamment une grosse qualité de frappe, mais pas que, une capacité à combiner assez rapidement. Par contre, quand il a été titulaire dans des matchs avec une intensité un peu plus haute, notamment Bordeaux qui nous était rentré dedans, ça a été plus compliqué. On voit que défensivement il est encore très léger et offensivement du coup il était assez neutre. Donc pour moi Nkunku doit partir pour grandir, et il doit partir dans un bon club, dans un très bon club même. Il a sa place, mais pas à Paris. Merci à toi Basto. Dreias, est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Je suis globalement d'accord. J'aimerais juste raison garder. L'intégration d'un Neymar est compliquée, non pas à cause du joueur, mais à cause du fait qu'on parle d'un joueur qui est une marque. Faut pas oublier, on s'emballe à la moindre rumeur que de Neymar. Faut pas oublier que Neymar, si jamais il pète, ça fait la une de tous les journaux. C'est le genre de mecs qui ont plus de followers sur Instagram, donc l'intégration d'un Neymar, ça prend pas 6 mois. Et quand on parle de Kylian, déjà par rapport à Olivier, j'ai juste une remarque, c'est oui, effectivement au début il faisait pas du tout les efforts défensifs, mais que de progrès là-dessus en une saison. Alors il en a encore beaucoup à faire, mais il semble comprendre ce qu'on lui dit. Raison gardée pour ce joueur, il a que 19 piges quoi. Et quand on prend tout ça en compte, quand on regarde les chiffres, si on prend Neymar, il est quand même le meilleur passeur du championnat de France en ayant fait que la moitié du championnat.
Enfin, rien que ça. Il est le deuxième meilleur buteur du championnat de France en ayant fait la moitié du championnat. Il est aussi le joueur qui a tenté le plus de dribbles. Il est le joueur des lignes de devant qui a touché le plus de ballons. Il est le joueur qui a fait, je crois, le plus de passes, de key-pass par match, etc., etc., etc. Donc on en parle comme un joueur individualiste. Je crois que c'est un mauvais procès. Je crois qu'il faut lui laisser le temps d'apprendre à connaître ses partenaires. Le seul problème, c'est combien de temps va rester Neymar. On verra. Donc, est-ce qu'on aura le temps de pleinement l'intégrer, de pleinement en profiter? Ça, on verra. Merci à vous, mes amis. On passe à ce que vous voudriez voir changer dans l'attaque, éventuellement, vu que vous l'aimez tous beaucoup, et moi aussi. Basto, tes souhaits pour l'année prochaine? Est-ce que tu veux un Cristiano Ronaldo, Basto? Ouais, moi je mets tout le budget sur Ronaldo et puis on recrute pas de milieu et de latéraux. Ce sera génial, on va se régaler. Non, je garde les trois titulaires évidemment. Après, je vends Di Maria, donc il faut acheter un ailier droitier, mais gaucher, c'est-à-dire sur son mauvais pied, sur son pied opposé, donc un gaucher qui peut jouer sur l'aile droite, puisque seul Di Maria peut le faire dans l'effectif actuel. On a Mbappé, mais il est sur son bon pied, et c'est toujours intéressant d'avoir les deux profils. Guedes, pourquoi pas, mais je pense qu'il est plus parti pour être vendu, et je suis pas sûr qu'il soit tout à fait Tourelle compatible. Et j'aimerais bien un attaquant d'un profil différent de Cavani. On a vu notamment que Mbappé en 4-3-3 n'était pas un joueur d'axe, c'est un joueur qui je pense est meilleur quand il a un attaquant derrière lui ou quand il joue sur l'aile. J'aimerais bien un attaquant d'un autre profil, un joueur un peu plus technique et qui joue un peu plus en pivot. Je sais bien qu'il n'a pas fait une grande saison, mais un joueur du style Morata ou un joueur du style Dzeko, ça peut être intéressant pour la variation de notre jeu. Ça pourrait être des joueurs qui soulagent Neymar et Mbappé, qui pourraient justement avoir leur liberté devant et eux un peu plus en soutien pour distribuer le jeu et pour aller dans les duels. Et enfin, quitte de Pastore, je pense qu'il est grand temps pour Paris comme pour le joueur qu'il parte, mais en même temps, il rencontre enfin un coach qui lui correspond, enfin un coach qui prône le jeu de position. Donc voilà, c'est compliqué sur Javier. T'avais dit ça sur Emery déjà, hein? Non, Emery c'était sur le fait qu'il joue en 4-2-3 et qu'il aimait bien jouer avec un 10. Je m'en souviens aussi, moi, de ça. Ouais, on s'en souvient tous. Oui, mais parce qu'il joue souvent en 4-2-3 avec un créateur, justement, qui avait cette créativité, avec deux mecs un peu plus bourrins derrière lui, Nzonzi, Crico et tout ça. Mais malheureusement, il s'est blessé alors qu'il était justement installé en cette position de 10, et derrière, il n'a jamais pu revenir dans l'équipe puisqu'on est revenu au 4-3-3. Et oui. Merci à toi, Basto. Drayas. Comme l'a dit Basto, Nkunku qui est un très bon petit jeune qui doit gagner plus de temps de jeu. À mon avis, il a le niveau pour être dans un 4e, 5e de pas mal de championnats européens. Il a juste pas le niveau pour être dans les grands cadors. Pourquoi? Parce qu'il lui manque un petit peu de temps de réaction. Quand il est pressé par des grands costauds, il a vraiment du mal à exister. Et voilà, donc un endroit où il a un petit peu d'espace pour grandir et pour s'aguerrir un petit peu en ayant plus de temps de jeu, il faut qu'il parte. Di Maria, je suis sans être aussi sévère que Basto à des années-lumière, je pense qu'il est temps de partir, le joueur veut partir. Il n'a pas rempli la mission qui lui avait été confiée au départ, c'était le joueur qui devait nous faire gagner des demi-finales de Ligue des Champions, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'a jamais eu ce niveau-là. Il est temps que l'histoire s'arrête. Pour Javier, c'est difficile d'en parler, mais il est temps que Javier parte. C'est pour le joueur comme Basto. Je pense qu'enfin il aurait un coach, mais la coupée un peu pleine. Faut pas oublier que c'est un joueur. Il est là depuis quoi, 6 ans ou 7 ans? 7 ans. Il est là, voilà. C'est un joueur qui est là depuis 7 ans. C'est très très long dans le foot moderne. Il est temps qu'il aille ailleurs. Son histoire avec Paris a été trop compliquée. Il y a trop de mal dit et il doit partir sur de nouvelles bases. Pour ce qui est du recrutement, ouais, pourquoi pas recruter un autre attaquant, mais je pense que si on joue à 2 attaquants, à ce moment-là, c'est pas tellement le fait qu'il faudrait trouver un remplaçant à Cavani, c'est Cavani tout court qui pose problème. Donc si on garde Cavani, on reste en l'état. Si on devait remplacer Cavani, moi il n'y a qu'un seul joueur qui me ferait rêver pour pouvoir envisager ça, ce serait Mauro Icardi, qui justement serait parfait avec les 2 autres, ou même dans un tout autre système. Mais là encore, ça dépend tellement de ce que le coach veut faire, de l'animation que le coach veut, du nombre de joueurs qu'il veut. Si on reste à 3 joueurs, il faut qu'on recrute des remplaçants, voire des jeunes qui pourront aller pousser un petit peu. Mais les 3 sont tellement au-dessus que ce sera les 3. Si maintenant on change de système, il faudra d'autres joueurs. Tout dépend du coach. Merci à toi, Drayas. Olivier, est-ce que tu es d'accord?
Oui, bien sûr, je partage cette analyse. Je vois pas très bien, si on garde les trois, bah, tu ne peux avoir que des remplaçants, parce que ces trois-là, ils sont tellement au-dessus des autres. Et si on peut critiquer Di Maria, c'est pas facile pour un joueur de sa stature d'être le remplaçant alors que tu as été titulaire partout. Donc Di Maria, si on garde les trois, il doit partir, parce qu'il a autre chose à faire qu'à être remplaçant dans cette équipe-là. Et donc, à partir du moment où tu te poses la question des trois, c'est à l'intérieur qu'il faut aller un peu plus loin. Et la vraie question, à mon avis, c'est est-ce que Cavani est définitivement compatible avec ces deux joueurs, avec les deux autres? Parce que ça n'a pas apparu à l'évidence lors de cette saison. Et donc, s'il y a un moment où il faut se poser la question, et ça c'est Tourelle qui se la posera, bah, c'est le moment de le faire. Il a encore une grosse valeur marchande, il lui reste, je crois, 1 ou 2 années de contrat. Si on le vend, c'est maintenant qu'il faut le vendre. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme joueur à sa place? Moi aussi, j'aime beaucoup le profil pivot. Moi, j'aime beaucoup le joueur qui se sacrifie un peu pour les autres, qui sert de point d'appui, qui joue de dos, qui est capable de laisser le bloc remonter, qui est capable de créer des brèches dans la défense centrale. Il n'y en a pas 36, des joueurs comme ça. Et moi, s'il s'appelle Giroud, j'en veux pas. J'ai pas cité Giroud. Tu vois, si tu fais les questions et les réponses, c'est pas possible de faire un podcast à 3. Hein. Tu fais un monologue. Non, mais effectivement, des grands joueurs comme ça, des joueurs qui ont à la fois ce potentiel physique, cette abnégation, cette capacité à jouer en supportant il n'y en a pas 36. Effectivement, Dzeko a ce profil-là, mais il est peut-être un petit peu vieillissant maintenant. Benzema dans un autre registre, qui est un registre aussi de joueur de sacrifice, et on voit tout ce qu'il a apporté. Non, mais attends, je parle du profil, qui est un joueur de sacrifice qui a fait quand même, qui a rendu énormément de services à Cristiano Ronaldo. Bah, je pense que ce type de joueur pourrait rendre les mêmes services à Neymar. Donc le problème des trois qu'on a, c'est ces trois joueurs de rupture, ces trois joueurs de profondeur. On a besoin d'avoir avec les deux monstres, on a besoin d'avoir un joueur qui soit capable de poser un petit peu le jeu. Et puis après, il faut poser la vraie question, c'est-à-dire, on a fait le listing de tout ce qu'il faut changer, et quand on fait l'addition de ce que ça va coûter derrière, bah on est un peu effrayé, surtout que les bruits de bottes du côté du FPF sont pas très encourageants. Donc moi, je n'hésite pas à poser la question sacrilège, si on ne peut rien faire à cause du FPF, est-ce que, à la fois pour lui et pour nous, il faut garder Neymar? Parce que là, ça devient une dépense, ça devient une charge financière. Si elle empêche de faire le reste, mon avis, il faut se poser très très sérieusement la question. Si elle permet de faire le reste, bien sûr, je serais ravi de garder un joueur aussi merveilleux que celui-là. Mais l'un de vous a dit qu'il était un petit peu grognon en fin de saison parce qu'il n'avait pas trouvé ce qu'il attendait. Si on n'est pas capable de renforcer cette équipe suffisamment pour qu'il puisse s'exprimer au niveau qu'il a envie de s'exprimer, ça deviendra difficile de garder un joueur comme ça. Donc je crois qu'il ne faut pas éluder totalement cette question. Abordable avec le nouveau règlement de la balance achat 100 millions. Et indépendamment de ça, il faut tordre le cou à une idée. Non, Neymar ne coûte pas cher, parce que Neymar rapporte énormément d'argent. En termes de sponsoring, en termes de droits de Ligue 1, en termes de etc. Neymar, c'est faux. Si c'est faux, le FPF ne nous posera aucun problème. Le FPF ne posera aucun problème. Particulièrement au PSG, particulièrement au PSG et au niveau de la Ligue. Ensuite, je voulais réagir sur Cavani. Pour moi, Neymar, ce serait une aberration sans nom de le vendre. Tu as le footeux qui est le plus bankable à l'heure actuelle et qui, en plus d'être le plus bankable, est très certainement un des tout meilleurs joueurs du monde. Encore une fois, hein, on s'énerve. Ça, c'est quelque chose qui est assez prodigieux avec Neymar, c'est qu'on s'énerve pendant les matchs, mais que si on revoit certaines choses 6 mois après, on se dit « Ah ouais, putain, mais c'est vrai qu'il est fort quand même. » Parce que et ça se confirme par les stats. C'est un joueur prodigieux, c'est un joueur bankable à l'infini. Sans séparer alors que tu l'as et qu'il a un contrat sans la possibilité de se libérer de son contrat et que décemment il ne pourrait pas partir dès cet été, ce serait à mes yeux une bêtise sans nom, à la fois pour l'argent et pour tous les aspects. Et sinon pour Cavani, laisser partir Cavani pour moi ce sera un crève-cœur, mais j'aimerais aussi là, je suis pas sûr avec un coach qui veut pratiquer le jeu en triangle à peu près à toutes les hauteurs du terrain, je ne suis pas sûr de l'utilité d'un remiseur et d'un joueur en pivot dans ce cadre-là.
Et si on devait remplacer Cavani, mais encore une fois, Cavani, envisager son remplacement, c'est un peu délicat parce que c'est un crève-cœur, parce que c'est quelqu'un qui a su gagner le cœur des supporters. Mais je préférerais 1000 fois un profil à un Mauro Icardi qui est capable de scorer, mais qui en plus de ça est capable de participer au jeu, qu'un profil qui va être un pivot. Parce que quand tu joues que sur des attaques placées rapides avec des jeux en triangle, le pivot, je ne suis pas sûr de voir son utilité. Morata, Dzeko, c'est des mecs qui justement. Morata, oui, mais alors Dzeko, beaucoup moins. Morata, oui, mais Dzeko, beaucoup moins. Morata a fait une très mauvaise saison, donc c'est pas un joueur très séduisant à l'heure actuelle. Et moi, je reviens sur le problème Neymar. Si tu me dis que Neymar rapporte de l'argent en sponsoring, on n'aura strictement aucun problème avec le FPF, donc il n'y a pas de souci. Là, on peut garder Neymar. Moi, je ne vois pas beaucoup de nouveaux contrats de sponsoring qui ont été signés. Donc écoute, pour le moment, oui, il y a des promesses, mais on n'en voit pas encore de concrétisation. Il y a les droits télé mais les droits télé, c'est pas pour cette année, c'est dans 2 ans les droits télé. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est l'impact Neymar. Oui, il a permis ça pour le foot français. Après, moi, je me souviens plus des faits, mais des contrats, ça se bouscule beaucoup plus depuis que Neymar est arrivé. Donc il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème avec le FPF. Je t'ai pas entendu. Oui, mais Olivier, donc il n'y aura pas de problème avec le FPF financier, c'est pas par rapport au compte en banque, c'est parce qu'ils veulent nous sanctionner. Non, on ne va pas te sanctionner s'il n'y a pas de raison. Sur les gros. Ça, moi, et puis Olivier, tu me réponds d'une manière, tu me réponds d'une manière un peu troll, c'est-à-dire que tu me dis, s'il n'y a pas de problème, si on peut acheter tout le monde, bah ouais, on garde Neymar. Mais c'est pas aussi simple que ça, et c'est pas parce qu'on vendrait Neymar qu'on pourrait acheter tout le monde et que ça résoudrait le problème. Et en plus de ça, la manne d'argent que tu perds, ok, tu vas gagner une manne d'argent qui va te permettre de construire une équipe, mais la manne d'argent que tu perds sur le long terme en vendant Neymar dès maintenant, c'est une aberration, tu as réussi à le signer. C'est le mec le plus bankable dans le football à l'heure actuelle. Il est tout simplement plus bankable que Cristiano Ronaldo et Messi à l'heure actuelle, de par l'âge des deux autres. Jimmy, le Neymar n'est pas une aberration à partir du moment où il peut te construire une équipe capable de faire briller Neymar. Neymar devient une aberration s'il t'empêche de construire cette équipe. On est obligé de constater qu'au dernier mercato, on a été obligé de sacrifier le secteur qui nécessitait le plus de renforts, qui était le milieu, pour pouvoir prendre Neymar et Mbappé. On est obligé de le constater. Je suis même pas sûr, Olivier. Je suis même pas sûr qu'ils auraient recruté, tu sais, les mecs qui recrutent comme des débiles mentaux. Tu réfléchis qu'en termes foot, Olivier. Tu réfléchis qu'en termes comment ça se passe sur le terrain. Alors que nous on aime l'oseille, Olivier, putain. Mais il y a aussi l'image, le machin, le bidule. Il n'y a pas que la marque PSG. L'impact d'un Neymar, tu le mesures pas qu'au terrain. Mais après, dans l'idée, je suis infiniment d'accord avec toi. Il faut qu'on trouve des solutions. Mais déjà, on a commencé à aborder ces solutions avec un coach qui aime construire. Alors voyons voir ce que va faire ce coach et comment il va faire jouer ses joueurs. Effectivement, dans l'effectif à l'heure actuelle, il y a des joueurs qui apparaissent difficilement compatibles avec le coach. Comme par hasard, quand il parle aux Parisiens, alors c'est une rumeur, on va savoir si c'est vrai, c'est relégué par le Parisien, qu'il n'est satisfait par aucun des 4 latéraux. C'est pareil, tu as du mal à imaginer comment est-ce qu'il va faire jouer Cavani, comment ça va se passer. Mais faisons-lui confiance. Il a bien fait jouer Aubameyang après. Ouais, mais c'est pas tout. Enfin, quoi que si. Ouais, quoi que si, oui. Non, autant pour moi, il pourrait tout à fait faire jouer Cavani. Bon, les amis. Mais laissons la chance et arrêtons de stigmatiser sur un mec qui s'appelle Neymar. Un mec comme Neymar, c'est un mec qui fait parler de lui en permanence. Mais tombons pas dans le piège de parler de lui en permanence pour tous les sujets en fait. Jimmy, ne me fais pas dire que je suis pas fou de joie d'avoir Neymar dans le club. Je réfléchis dans l'équilibre d'équipe. Ce qui est important, c'est l'équilibre d'équipe. C'est l'équilibre de l'équipe qui compte avant tout. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi. Mais Neymar, c'est le chantier de Tourelle. Mais Neymar, il dépasse ça pour le. Pour faire un bon chantier, il faut avoir des bonnes briques. Et j'espère qu'il va avoir de quoi faire le chantier. Mes amis, c'est sur ces beaux mots que le podcast s'achève. Moi, personnellement, j'ai mal à la tête. Il y a tellement de trucs à changer. Je sais même pas comment ils vont faire les dirigeants. Pour s'en sortir avec tout ce qu'il y a à recruter, les problèmes de fair play financier, tout ça. Ils vont prendre CR7. Ouais, voilà. Ils vont se dire, bon, on réfléchit pas, on prend CR7, ça résout tout et puis on verra l'année prochaine. Bon, on n'espère pas. Je vous remercie d'avoir écouté ce long podcast et d'avoir été avec nous. Je vous invite à cliquer sur leclubpaname.fr pour retrouver plein d'articles de qualité et vous pourrez même discuter avec vos idoles Basto, Drayas et Olivier. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Olivier, bonsoir. Bonsoir Jimmy, bonsoir à tous. Basto, bonsoir.
Bonsoir tout le monde. Jimmy, bonsoir. Bonsoir Darius, j'espère que tu as pris du plaisir à présenter. Bonsoir à tous et merci à vous. Ciao Salut. tout le monde.